24 News, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. Tout de suite, les titres de l'actualité. À la une, l'accord de trêve à Gaza une nouvelle fois violé par l'entité sioniste. Un Palestinien tombe en martyr et 6 autres sont blessés ce dimanche dans des frappes à l'est de l'enclave. Les Palestiniens de Gaza entament la deuxième semaine du Ramadan dans la précarité. Après la décision sioniste de bloquer l'entrée des aides, les familles de la bande peinent à trouver de quoi se nourrir. Crise entre Alger et Paris, les tensions diplomatiques entre les deux pays font office de rente électorale pour l'extrême droite française, selon Yann Brossa, sénateur de Paris. L'Observatoire sahraoui des enfants et des femmes appelle à l'envoi d'une mission internationale pour protéger les Sahraouis des répressions et des intimidations menées par l'occupation marocaine dans les territoires occupés. Et enfin, conflit en Ukraine, l'armée russe réussit à abattre près d'une centaine de drones ukrainiens dans la nuit de samedi à dimanche. Bonsoir à tous. Les violations sionistes de l'accord de trêve se multiplient à Gaza. Ce dimanche, un Palestinien est tombé en martyr et 6 autres ont été blessés dans des frappes de l'armée sioniste dans le quartier résidentiel d'Ashoujaïa à l'est de Gaza, ce qui porte à 120 le nombre de Palestiniens tombés en martyr depuis l'entrée en vigueur de l'accord de trêve. Le 37e groupe de blessés et de malades palestiniens a quitté ce dimanche la bande de Gaza par le terminal de Rafah pour recevoir des soins à l'étranger. Les médias locaux ont rapporté que le groupe comprenait 33 patients, des blessés et leurs proches qui ont traversé la frontière en ambulance via le passage de Rafah pour recevoir des soins dans les pays frontaliers dans le cadre de l'accord de trêve, l'accord de cessez-le-feu à Gaza. Tentative sioniste de chasser l'UNRWA, la rapporteuse spéciale des Nations Unies sur les droits de l'homme dans les territoires palestiniens occupés, Francesca Albanese, a souligné dans une interview télévisée que personne ne peut mettre fin à cette agence créée par une résolution internationale et qui plus est protégée par les règles et les chartes des Nations Unies, expliquant que l'occupation sioniste cible l'UNRWA parce qu'elle est la plus grande agence de l'ONU en Palestine occupée, le but étant pour l'occupation, selon elle, de se débarrasser de toute autre présence de l'ONU qui s'oppose à sa politique de nettoyage ethnique et d'assujettissement du peuple palestinien. Et les Palestiniens de Gaza entament ce dimanche la deuxième semaine du mois de Ramadan dans un contexte de précarité sévère. La majorité d'entre eux peinent à se procurer du pain alors que l'entité sioniste a décidé de bloquer l'entrée de toutes les aides humanitaires dans la bande. Madame Zenzitouni. Privés de nourriture, d'eau et d'autres produits de première nécessité, les Palestiniens de Gaza vivent une situation dramatique. À Khan Younes, les gens font la queue pendant des heures devant une boulangerie pour recevoir seulement un sac de pain. Nous ne pouvons pas avoir qu'un seul sac de pain. Les frontières sont fermées, tout est fermé. Que faire? Pour chaque personne, seulement un demi-pain pita. Que puis-je dire? Nous sommes en crise, nous ne pouvons rien faire. Je sors de chez moi à 6 heures et je reviens à 13 heures pour un seul sac de pain. L'entité sioniste a imposé un blocus total sur toutes les marchandises entrant dans l'enclave. Les pénuries s'aggravent à Gaza et les civils palestiniens payent le prix fort, surtout en cette période du mois sacré du Ramadan.
Nous sommes humiliés, nous arrivons à 8 heures du matin et attendons jusqu'à 11 heures. Jusqu'à présent, la boulangerie n'est pas encore ouverte. Vous voyez combien d'heures nous avons attendu? Et jusqu'à présent, il n'y a toujours pas de pain. Comment suis-je censé nourrir mes enfants? Comment suis-je censé leur fournir les repas de l'iftar et du suhour pendant le ramadan? J'ai un bébé et je ne peux pas lui acheter de couches. Ce n'est pas une vie, pour être honnête. Ouvrez les frontières et aidez-nous. Notre situation est extrêmement mauvaise. Nous vivons dans des tentes et nos maisons sont endommagées. Je suis veuve et j'élève seule mes enfants. J'appelle tout le monde musulman à aider le peuple palestinien. Ces dernières semaines, de nombreuses agences d'aide et organisations de défense des droits de l'homme ont accusé l'entité sioniste d'avoir délibérément entravé l'aide aux civils palestiniens de Gaza, utilisant ainsi la famine comme arme de guerre. Et alors que certains ne trouvent pas de quoi se nourrir, d'autres refusent de baisser les bras et se battent chaque jour que Dieu fait pour avoir un repas pour l'iftar du soir. Une mission pas des plus simples au milieu d'une enclave ravagée par un génocide de 15 mois. Souhila Kilel nous dresse un tableau du quotidien de la famille Khidr qui vit sur les ruines de sa maison dans le quartier Zeytoun, à l'est de la bande. Au milieu d'une vaste étendue de décombres et de ruines, dans le quartier Zeytoun à l'est de Gaza, des personnes vont et viennent. Remontés du sud de l'enclave, ces Palestiniens se sont installés dans des tentes de fortune sur les vestiges de leurs anciennes maisons mises à terre. La famille Khader en est une. En ce mois sacré du Ramadan, cette petite tribu tente avec des moyens rudimentaires et très peu de produits alimentaires de préparer le repas de la rupture du jeûne. Une tâche anodine pour le commun des musulmans, mais quand on habite Gaza, rien n'est simple. Cette année, le Ramadan est différent. Nous avons perdu des frères et sœurs, des parents et des cousins. Autrefois, nous avions l'habitude de rendre visite à nos proches. Mais aujourd'hui, nous ne pouvons aller nulle part. La situation est difficile et les transports sont très chers. Nous sommes donc obligés de marcher. Nous sommes remontés du sud pour découvrir que notre maison avait été complètement détruite. Nous sommes allés dans les abris scolaires, mais ils étaient pleins. Nous sommes allés dans les camps de déplacés, mais ils ne nous ont pas accueillis. Il n'y a pas une seule maison encore debout dans le quartier de Zeytoun. Alors nous avons monté notre tente sur les décombres de notre maison. Comment se remettre de 15 mois de génocide quand tout autour de vous n'est que destruction? Quand à quelques centaines de mètres, les chars sionistes vous guettent et multiplient les manœuvres militaires. Quand les moteurs des avions sionistes grognent au-dessus de vos têtes à longueur de temps. En plus de vivre dans la peur et la psychose, ces familles ne reçoivent aucune aide, ce qui renforce leur sentiment d'abandon et de désespoir. Nous sommes dans une zone frontalière avec les Juifs. Toute la nuit, nous entendons les chars se déplacer et tirer. Nous avons toujours peur qu'ils avancent dans notre direction. Nous vivons dans une peur constante. Toutes les zones reçoivent de l'aide, de la nourriture et des boissons. Elles ont des points médicaux et un accès à l'eau. Mais ici, à Zeytoun, nous sommes livrés à nous-mêmes. Même si un accord de cessez-le-feu est en vigueur à Gaza, il n'en demeure pas moins que les habitants de l'enclave continuent de souffrir le martyre. Malgré cela, ils restent debout, grâce à leur foi inébranlable. Les Gazaouis donnent encore une fois une leçon de courage aux musulmans et au reste du monde en ce mois béni du Ramadan. Les forces d'occupation sionistes ont lancé tôt ce dimanche des raids et une campagne d'arrestation massive dans plusieurs gouvernorats de la Cisjordanie occupée. L'agence de presse palestinienne a rapporté que les forces d'occupation ont arrêté 2 prisonniers libérés et fermé un certain nombre de points de contrôle militaire dans le sud de la Cisjordanie. L'occupation a par ailleurs empêché des milliers de Palestiniens de rejoindre leur maison à Ramallah, Qalqilia, Beit Laham, Naplouse ou encore Salfit. En Syrie, le ministère de la Défense et les forces de la sécurité publique ont augmenté samedi leur niveau de préparation totale dans les gouvernorats du pays.
Les médias publics et privés ont rapporté que le ministère syrien de la Défense a annoncé une mobilisation militaire générale de ses forces dans plusieurs provinces, indiquant un important déploiement sécuritaire dans les provinces de Damas, Homs, Latakia, Hemma et Deir ez-Zor. Une décision intervenue alors que des combats de rue ont été signalés dans les provinces de Latakia et de Tartus. Et le représentant du Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies en Syrie a publié dans ce sens un communiqué dans lequel il a appelé samedi toutes les parties impliquées en Syrie à cesser immédiatement les hostilités pour protéger les civils, les infrastructures civiles et les opérations humanitaires conformément au droit international. Dossier nucléaire, l'Iran refuse de négocier avec les États-Unis. Le guide suprême, l'ayatollah Ali Khamenei, a accusé samedi les États-Unis de tactiques d'intimidation un jour après que le président Donald Trump ait déclaré avoir envoyé une lettre à la plus haute autorité du pays pour négocier un accord nucléaire. Lors d'un discours, le guide suprême iranien a déclaré que l'objectif réel de l'offre de négociation de Washington était, je cite, la domination plutôt que la résolution des problèmes. Dans un discours prononcé ce dimanche devant la session générale du Parlement iranien en réponse aux déclarations de la Maison-Blanche, le président du Parlement iranien, Mohammad Bagher Ghalibaf, a souligné que toute négociation menée sous la menace et visant à imposer de nouvelles concessions ne conduira pas à la levée des sanctions, mais sera plutôt une humiliation pour la nation iranienne. On écoute. Il faut dire que le comportement du président américain envers les autres pays montre clairement que ces déclarations ne sont que de la tromperie et visent à désarmer l'Iran, ce qu'il a signé dans le document politique américaine. Il est clair que toutes les négociations sous la menace et avec pour objectif d'imposer de nouvelles sanctions ne mèneraient pas à la levée des sanctions et ne mènera qu'à l'humiliation de la nation iranienne. Les forces maritimes de l'Iran, de la Russie et de la Chine vont mener mardi des exercices militaires au large des côtes iraniennes dans le sud-ouest du pays afin de renforcer la sécurité régionale selon l'agence de presse iranienne. Les trois pays qui partagent une volonté commune de contrer l'hégémonie américaine avaient déjà organisé ces dernières années des exercices similaires dans la région. Dans le reste de l'actualité, le président algérien Abdelmajid Tebboune a présidé ce dimanche une réunion du Conseil des ministres. À l'ordre du jour figurent plusieurs dossiers stratégiques, notamment l'état d'avancement du projet de ligne ferroviaire reliant Garajbilet à Bachar, ainsi que les études préliminaires de deux autres lignes, la route Tamanarasat et El Mni'a Timimounadrar. Le Conseil a également examiné la possibilité d'importer du bétail en prévision de Eid al-Adha afin de garantir un approvisionnement suffisant du marché national. Et l'opération de vote de renouvellement par moitié des membres du Conseil de la Nation s'est déroulée ce dimanche matin au niveau des assemblées populaires de Wilaya à travers l'Algérie. Le nombre des membres de l'électorat a atteint 27 241 électeurs, dont 2 350 membres des assemblées populaires de Wilaya et 24 891 membres des assemblées populaires communales, en attendant bien sûr les résultats qui seront annoncés par l'autorité nationale indépendante des élections. Le journaliste Jean-Michel Apathy a annoncé ce dimanche qu'il ne reviendrait pas à RTL, estimant ne pas avoir fait de faute. Lors d'un débat sur les relations diplomatiques entre la France et l'Algérie, le journaliste avait affirmé que l'armée française avait perpétré des massacres comparables à celui d'Oradour-sur-Glane commis par les nazis en 1944. Ces déclarations ont provoqué une avalanche de réactions, notamment du côté des figures politiques et médiatiques françaises. Face à cette polémique, RTL a choisi de le retirer temporairement de l'antenne, une décision qui a suscité son lot de débats.
La crise entre Alger et Paris qui ne semble pas s'apaiser, les tensions diplomatiques entre les deux pays font office de rente électorale pour l'extrême droite française. C'est ce qu'a déclaré justement Yann Brossa, sénateur de Paris, dans un passage dans l'émission d'Al24 News Hebdo Show hier soir. On regarde. Il est bien évident en tout cas que pour l'extrême droite, une partie de la droite, tout ça sert effectivement de rente électorale. Bon. Mais moi, ma conviction profonde, c'est que les Français, eux, dans leur majorité, n'adhèrent pas à cette vision des choses. Vous savez, moi je suis élu d'un territoire, élu du 18e arrondissement de Paris, c'est Barbès, c'est la Goutte d'Or. Dans le 18e arrondissement, on a beaucoup de Français d'origine algérienne, beaucoup d'Algériens aussi qui ont gardé la nationalité algérienne et qui vivent sur notre territoire. Et nous sommes bien placés pour savoir ce que ces hommes et ces femmes ont apporté à notre ville, ont apporté à notre pays. Et donc, nous ne voyons pas du tout les choses de cette manière-là. Donc, il y a bien sûr des responsables politiques qui peuvent se saisir de ce filon électoral-là, de cette rente électorale-là, mais ça n'est pas une vision, j'en suis convaincu, partagée par la grande majorité des Français qui, eux, savent que nous sommes des peuples qui entretiennent des liens depuis fort longtemps et qui veulent les garder de manière pacifique et sereine. Yann Brossa qui a également souligné que la reconnaissance par la France de la marocanité du Sahara occidental est une décision unilatérale du président Emmanuel Macron et qui est contraire aux résolutions de l'ONU et au droit international. Gérard Larcher est président du Sénat. Il a évidemment la possibilité d'y aller, je crois, dans le cadre d'une délégation du Sénat. En revanche, j'ai une appréciation qui est aussi celle de mon parti sur la reconnaissance par la France de la marocanité du Sahara occidental. Je pense que c'est une initiative du président de la République d'ailleurs. Avant de parler de la visite de Gérard Larcher, c'est une initiative unilatérale du président de la République qui n'est pas, à mon sens, une bonne initiative. D'abord parce qu'elle est contraire aux résolutions de l'ONU et parce qu'elle a également contribué à dégrader nos relations avec l'Algérie. L'Algérie, de fait, l'a vécu comme une provocation et c'est de là aussi que date la multiplication des tensions entre nos deux pays. Donc tout cela me paraît malvenu de la part du président de la République Emmanuel Macron, pour le coup. Et donc, je pense que c'était effectivement une très mauvaise initiative. Voilà Yann Brossa qui a été contacté, je le rappelle, par notre collègue Nouhad Benkhadem. Alors, Sahara occidental toujours, l'Observatoire sahraoui des enfants et des femmes a renouvelé son appel à l'envoi d'une mission internationale pour protéger les Sahraouis à la lumière de la politique de répression et d'intimidation menée par l'occupation marocaine dans les territoires occupés. L'Observatoire a appelé la communauté internationale à visiter la région et à briser le blocus médiatique sur la partie occupée du Sahara occidental pour mettre fin aux souffrances du peuple sahraoui et lui permettre d'exercer son droit à l'autodétermination. Le mouvement d'action internationale Marche mondiale des femmes en Suisse a réaffirmé son engagement à soutenir la lutte des femmes du monde entier, en particulier des femmes sahraouis qui font face à l'occupation marocaine avec détermination et volonté inébranlable. En marge d'une célébration culturelle et des droits humains organisée samedi en Suisse à l'occasion de la Journée internationale de la femme, l'organisation a affirmé sa solidarité avec les femmes sahraouies dans le but de faire la lumière sur leurs souffrances et sur leur rôle dans la lutte pour la liberté et la dignité. La Mauritanie tente de rassurer la Côte d'Ivoire, le Sénégal, la Gambie et le Mali, quelques heures après que les autorités aient expulsé un certain nombre de migrants en raison de leur statut illégal. Un communiqué du ministère mauritanien des Affaires étrangères a expliqué que le ministre a communiqué par téléphone avec ses homologues des pays africains afin de renforcer et d'intensifier la coordination dans le but de faire face aux défis liés à la migration illégale. Ces discussions interviennent après que des centaines d'immigrants illégaux ont pris d'assaut et incendié un poste de contrôle de la police mauritanienne situé à la frontière entre le Mali et la Mauritanie.
La présidente de la Commission des droits de l'homme des Nations Unies au Soudan du Sud, Yasmine Souka, a déclaré que la violence croissante et les divergences politiques dans le pays menacent le fragile processus de paix. Yasmine Souka a d'ailleurs exprimé l'inquiétude des Nations Unies face à l'aggravation des divisions au Sud-Soudan, appelant les dirigeants du pays à adhérer au processus de paix et assurer une transition en douceur vers la démocratie. Nous assistons à une régression inquiétante qui risque d'effacer des années de progrès durement acquis, plutôt que d'attiser les divisions et les conflits. Les dirigeants doivent de toute urgence se recentrer sur le processus de paix, défendre les droits humains des Sud-Soudanais et assurer une transition en douceur vers la démocratie. Dans le reste de l'actualité, le ministère russe de la Défense a annoncé que ses systèmes de défense aérienne ont réussi à abattre des dizaines de drones ukrainiens dans la nuit de samedi à dimanche. Dans un communiqué publié ce dimanche, le ministère russe de la Défense a confirmé avoir abattu environ 90 drones ukrainiens au-dessus de plusieurs régions du pays. Et en Allemagne, le bloc conservateur allemand, l'Union chrétienne-démocrate et l'Union chrétienne sociale, ainsi que le Parti social-démocrate ont annoncé samedi leur intention d'entamer des négociations formelles de coalition après la conclusion de discussions exploratoires. Les discussions qui ont duré plus d'une semaine après les élections fédérales du 23 février ont abouti à un document décrivant les bases sur lesquelles les deux partis pourraient former un gouvernement de coalition. Des maisons de la ville de Redcliffe dans l'état du Queensland à l'est de l'Australie ont subi ce dimanche des dégâts et des coupures d'électricité après qu'Alfred, un cyclone tropical rétrogradé, a apporté des vents violents et de fortes pluies. Pour rappel, quelques 316 540 personnes étaient privées d'électricité dans le sud-est du Queensland, où la ville de la Gold Coast a été la zone la plus touchée, avec plus de 112 000 personnes sans électricité. Nous dormions dans le couloir pour essayer de rester à l'écart de tout danger. Et ce n'était pas la nuit la plus confortable. Mais nous sommes simplement heureux de pouvoir encore être ici. Et oui, nous n'avons pas été blessés. Donc oui, tout va bien. Nous gérons en fait le parc de caravanes local de l'autre côté de la route. Et nous venons de nous rendre compte que nous avons 2 gros arbres qui sont tombés et qui ont arraché la clôture. Nous allons donc passer la majeure partie de la journée à évaluer la situation et à essayer de nettoyer tout cela. Nous étions assez préparés pour ce cyclone. En fait, nous avons déjà connu de nombreux événements de ce type. Une fois que nous avons réalisé que le système dépressionnaire s'était pratiquement arrêté, nous savions que le pire des conditions météorologiques pouvait facilement nous arriver. Et c'était malheureusement le cas. Et nous allons clore cette édition avec notre voyage du jour. Maria Chouyer nous emmène au Yémen, où les Yéménites affluent vers la grande mosquée historique de Sanaa, l'une des plus anciennes mosquées islamiques située au cœur de la vieille ville de la capitale, pour réciter le Coran et participer à des activités traditionnelles pendant le mois sacré du Ramadan. Chaque année, pendant le mois sacré du Ramadan, la grande mosquée de Sanaa accueille des milliers de Yéménites. Ce lieu emblématique devient un véritable centre spirituel, où les croyants viennent renforcer leur foi et accomplir leurs devoirs dans un esprit de communauté et de dévotion. Ici, les jeunes enfants apprennent le Coran et le savoir-être en société, tout en étant entourés de bonté. Ici, les jeunes enfants apprennent le Coran. Ils apprennent l'orthographe et l'arithmétique. Ceux qui se portent volontaires à la mosquée rendent de bons services parce qu'ils aiment obéir à Dieu et lui plaire. Nous nous aimons tous ici. Quiconque entre dans la mosquée trouve sa place parmi nous. Il y a ici de la compassion, de la foi et de l'amour. Dans les recoins de la mosquée, cet homme sage, les yeux pleins de bienveillance, guide les jeunes enfants dans l'art sacré de la récitation du Coran. Dans cette atmosphère de recueillement et d'apprentissage,
Les enfants ne se contentent pas de mémoriser des mots, mais intègrent les valeurs essentielles aussi. De leur côté, ces hommes âgés empreints de sagesse plongent dans la lecture du Coran. Les lettres d'une taille généreuse sont tracées avec soin, permettant à ces anciens de lire les versets avec aisance. La spiritualité dans la grande mosquée, ou ce qu'on appelle la mosquée de Sanaa, est une spiritualité unique. C'est comme si vous étiez dans la mosquée du prophète à Médine ou à la Mecque. La spiritualité y est la même et c'est pourquoi les gens viennent des villages, des villes et de partout à la grande mosquée. Le khoul, en plus de sa fonction esthétique, est aussi un symbole de pureté et de beauté dans la culture yéménite. À travers ce geste, les hommes cherchent à honorer une tradition, un lien avec leur héritage culturel et spirituel. C'est à la grande mosquée de Sanaa que se révèlent pleinement tous ces héritages et ces traditions, mettant en valeur la profondeur spirituelle du mois sacré. Et voilà, Madame, Monsieur, nous arrivons à la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez revoir ce programme sur nos réseaux sociaux ou bien en scannant le QR code qui s'affiche en bas de votre écran. L'actualité continue sur Al24 News. À demain.